et, et Continue. désactiver tous les sons et je réactive le vôtre. Après, je désactive le mien aussi. Alors, demandez. Ah oui, alors bon, c'est à vous de demander réactiver le son. Voilà. Bon, et ben voilà, c'est parti. D'accord. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue aussi à l'école du réel. Cette école, si vous l'avez compris, a une particularité. Elle n'enseigne pas sur le réel, mais elle est enseignée par le réel. C'est donc le réel qui lui fait enseignement. Bien sûr, c'est le réel tel que Lacan l'envisageait et l'abordait. Le réel, c'est ce qui n'est pas imaginable ni symbolisable. Mais du réel, il n'y a que des bouts, disait-il, des bouts de réel. L'un de ces bouts donne le thème de notre séminaire public de cette année, le transfert. Donc le transfert comme un bout de réel, un premier bout de réel, mis au travail par l'école du réel cette année. Il y en a un deuxième qui sera mis au travail, mais pour les membres, en contrepoint, ça sera la question tout à fait actuelle, sociologiquement, politiquement, personnellement, de la perversion. Mais là, on sait le réel pour nous, entre nous, public, cette année. La méthode, c'est celle du séminaire, nous y sommes, et la contrainte qui a été décidée pour dynamiser le travail, c'est la séance Zoom d'1 heure. C'est court, 1 heure, vous allez voir. Dans cette séance d'1 heure, 20 à 25 minutes d'exposé, c'est encore plus court pour moi, c'est un challenge, suivi de 35 minutes à 40 minutes de discussion pour qu'on ait le temps vraiment, chacun de parler sous forme de questions-réponses. Les réponses ne viennent pas forcément de moi, elles peuvent venir de vous également. Bon, ben alors, allons-y. On aura du temps, car ce séminaire s'échelonnera, comme je le disais précédemment, sur 14 séances jusqu'à juin 2023. C'est-à-dire qu'il y a la première séance ce soir et la seconde sera le 13 octobre, c'est-à-dire dans 3 semaines. Ça sera toutes les 3 semaines. Vous avez reçu d'ailleurs le programme. Donc ce soir 22 septembre, puis la prochaine le 13 octobre. Donc le séminaire est enregistré, il vient d'être confirmé, que vous pourrez donc réécouter. Le transfert, donc, étude et recherche. Ce soir, j'introduirai simplement la question, puisqu'on a du temps, 14 séances. Donc, par petites touches, on va progresser et approfondir cette question. Ce soir, j'introduirai la question, simplement la question, c'est bien sûr un survol. Pourquoi Freud était-il et restera-t-il à ce point et pendant si longtemps une sorte d'incorrigible et d'incurable du transfert? Et toujours étonné, si tardivement, de la récurrence du phénomène à plus de 80 ans. Là, je fais la référence à l'abrégé de psychanalyse en 1938, publication 1940, où il énonce qu'il est toujours aussi étonné de cette récurrence. Et ce, bien avant de commencer sa pratique clinique. Dans sa vie personnelle d'abord, pour son père, sa mère, les autres membres de la famille, jusqu'à plus tard sa fiancée Martha Bernès. Il préférera la courtiser au prix même de rater d'être le découvreur patenté de la cocaïne. Ce sera Karl Kohler, qui laissera son nom à cette molécule, pas Freud, pourtant tout près de faire homologuer sa découverte à ce sujet. Il a préféré l'amour. Mais cela commence après l'enfance et l'adolescence sur un autre mode. Dès ses études de médecine,
à l'âge de 20 ans. Freud, entre guillemets, transfère sur ses professeurs. Freud, c'est comme le développera Lacan dans sa théorisation personnelle, il transfère sur le tenant-lieu du savoir que représente la position d'un professeur. C'est Ernst Brück, son professeur de physiologie, et qui a le même âge que son père, qui le fascine. Ce sont ses yeux, ou plutôt son regard, comme objet petit a, dira Lacan, qui accroche son regard, qui accroche son transfert. On a déjà là les deux dimensions fondamentales de la genèse du transfert, les deux versants, que Lacan lui-même d'ailleurs développera amplement tout au long de son œuvre. On a le savoir, le signifiant, la lettre, et l'objet, cause de désir, un bout de corps, l'objet dit petit a par Lacan. C'est ensuite le cas de Jean-Martin Charcot, que Freud fréquente à la Salpêtrière durant l'automne 1885 et jusqu'au 28 février 1886. C'est encore une histoire d'admiration, de vénération et de regard. Charcot souffre d'un strabisme convergent. Mais aussi sur la fille, il transfère, la fille de Charcot, la fille de celui-ci, Jeanne, qui ressemble trait pour trait à son père. Elle louche. Ce sera encore plus tard sur Joseph Breuer, sorte de grand frère protecteur, que se portera son transfert. Déjà un petit peu moins un transfert paternel, Breuer n'est que de 14 ans son aîné. Ce sera surtout sur son alter ego, son double, Wilhelm Fliess, que démarrera un transfert de type homosexuel, inconscient, qui finira par plus que franchement friser la paranoïa. Avant que Freud, qui ne jurait que par Fliess à cette époque, son double, ne rompe ce cercle infernal. On pourrait croire que Freud est suffisamment échaudé par ses aventures transférentielles. Mais non. Cela recommence. Sauf que dorénavant, il n'est plus en position de fils ou de petit frère, mais de père lui-même. Cela se poursuit donc avec Carl Gustav Jung, en qui il met toute sa confiance et son espoir pour la pérennisation de la psychanalyse. Jung le trahit remarquablement dans ce qu'il espérait de lui, c'est-à-dire diriger l'international. Ainsi, de 1876 à 1913-1914, Freud aura été embarqué dans cette histoire de transfert, parfois à son insu, souvent à son détriment. Donc, de ses 20 ans à ses 58 ans. Mais ce n'est pas fini. Cela va continuer avec ses proches disciples. Sándor Ferenczi, Karl Abraham, Ernest Jones, entre autres. Cela continue même très tard. Freud, vous le savez, meurt en 1939 à 83 ans, mais encore à 75 ans passés, en 1931, avec quelqu'un qui n'est pourtant pas de la saga de ses disciples, l'écrivain français Romain Rolland, et qu'il n'a rencontré par l'entremise de l'écrivain Stefan Zweig qu'une seule fois, le 14 mai 1924, il peut écrire toujours de telles phrases qui laissent perplexe. Je cite la phrase, extrait de Sigmund Freud, Romain Rolland, correspondance 1923-1936, d'Henri Vermorel et Madeleine Vermorel au PUF, collection Histoire de la psychanalyse, 1993. Donc je cite la phrase, il écrit à Romain Rolland, « Je puis vous avouer que je n'ai presque jamais ressenti comme avec vous cette mystérieuse attraction d'un être vers un être, liée peut-être d'une façon ou d'une autre à la connaissance
de toutes nos différences. Voilà. Il avouera ça à beaucoup de personnes. Mais la question du transfert va se jouer essentiellement sur le terrain de la clinique. D'abord avec Joseph Breuer et son cas d'hystérie, sa patiente Anna O, qui s'appelle en réalité Bertha Pappenheim, ce cas de 1880-1882. Breuer, de sa mésaventure, s'en ouvre à Freud. C'est un transfert qui flambe au détriment de Breuer. Breuer qui décroche de la situation intenable pour lui. C'est aussi l'inauguration de la talking cure, puisque Nao parle anglais. La talking cure, cure par la parole, c'est aussi le chimney sweeping, le ramenage de cheminée, comme l'appelle sans embâche Nao, au moyen donc de cette métaphore sexuelle. Breuer s'enfuit de la question du transfert qu'il a littéralement débordé. Freud aura du mal à le rattraper pour publier avec lui les études sur l'hystérie en 1895. Mais c'est surtout avec Dora, 1900, mais en fin de compte 1899, fin de 99, et c'est daté 1900. 1901, il écrit le cas, 1905, c'est publié, 1923, c'est la dernière note en bas de page. Donc 1900, 1901, 1905, 1923, le cas Dora. Le cas Dora, c'est la saga du quatuor Dora, quatuor, c'est Lacan qui dit, le quatuor Dora, son père, Monsieur K et Madame K. La mère de Dora est étrangement absente ou réglée en 2 lignes, d'ailleurs tout à fait négative, voilà. Mais elle n'existe pas. C'est le cas princeps d'hystérie de Freud, dont celui-ci rate la cure en ne sachant pas où il se trouve dans le transfert précisément. Il se croit d'abord à la place du père aimé de Dora et ne comprend pas qu'il doit accepter d'être plus en concurrence transférentielle réelle avec M. K. Jouer sa partie. Il n'exploite pas cette veine-là et Dora le lui fait payer. Freud a 45 ans et est quand même l'objet transférentiel de la jeune fille de 18 ans. Freud, en quelque sorte, n'y croit pas. Lacan dira qu'il n'a pas su venir en concurrence avec M. K, restant par trop identifié au père de Dora. Ce qui complique les choses ratées là dans ce cas, c'est que Freud est en plus embarrassé par l'amour homosexuel de Dora pour Madame K, sa gynécophilie, comme il dit. Freud est toujours embarrassé à cette époque par l'amour entre femmes. Lacan distinguera, lui, en disant que Dora désirait M. K, et donc Freud par transfert, mais aimait Madame K. Voilà, désirer, aimer, ce n'est pas toujours la même chose. Je vous ai demandé d'ailleurs de lire le cas Dora ou relire le cas Dora si vous avez bien voulu, parce que je ne vais pas complètement le désosser. Mais on va en parler sur plusieurs séances quand même. Freud écrira in fine, je ne réussis pas à me rendre à temps maître du transfert. Je ne réussis pas à me rendre à temps maître du transfert. Se rend-on maître du transfert d'ailleurs. À partir de là, du cas Dora, il faut attendre à peu près 10 ans. J'insiste, 10 ans pour que Freud se décide à entreprendre de théoriser cette question du transfert. 10 ans. Il se le reprochera en disant en substance que 10 ans ont été perdus pour l'avancée de la théorie psychanalytique, de la construction de la théorie psychanalytique. Ainsi, il ne le fait que pousser par son élève Sándor Ferenczi, qui risque, lui, de le doubler en publiant dès 1909 Introjection und Übertragung, introjection et transfert en français. Voilà. Ferenczi publie et il est en train de doubler Freud qui n'arrive pas à théoriser. Donc vont suivre pour Freud une série d'articles, une salve un peu d'articles comme ça, 4 articles
sur la technique psychanalytique de 1912 à 1916, où Freud a précisé sa pensée à ce sujet du transfert. 1912, c'est pas pour faire du genre, mais je vous le cite quand même en allemand parce que ça a un certain intérêt, je vous expliquerai plus tard. Zur Dynamik der Übertragung, c'est le chapitre 6 de la technique psychanalytique, le recueil La technique psychanalytique. En français, bien sûr, ça s'appelle La dynamique du transfert, publié par PUF 1953. 2012. 2014. Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten, c'est également dans la technique psychanalytique. En français, c'est traduit par remémorer à l'époque, remémoration, répétition et élaboration. Il y aura une rectification faite dans le milieu à l'époque lacanien avec Laplanche et Pontalis, mais il y a derrière Lacan, le élaboration va être transformé en perlaboration. Voilà. Le Durcharbeiten, travailler à travers, quoi, va être traduit par ce très joli mot français de perlaboration et non pas élaboration. 1915, c'est le troisième texte, Bemerkungen über die Übertragungsliebe, toujours dans la technique psychanalytique, le recueil de la technique psychanalytique. Ça a été traduit en français par observation sur l'amour de transfert. Enfin, 1916, la série des 4 s'arrête en 1916, c'est ce qu'on appelle la 27e conférence, elle est nommée comme ça, la 27e conférence, c'est dans le recueil Vorlesungen Studienausgabe, volume 1, traduit par Introduction à la psychanalyse, chez Payot, édition 73, ou les œuvres complètes. Voilà, c'est le transfert, la 27e conférence qui s'appelle tout simplement le transfert. 1916. Voilà, on a la série, ces 4 là. Boum, comme ça, 12, 14, 15, 16, hein, voilà. Et voilà que Freud a avancé d'un grand pas. Il faut mentionner cependant, presque en contrepoint, et à insérer dans la série suscitée des 4 textes, le texte de 1914, Zur Einführung der Narzissmus. Chose curieuse, qui a été noté, Freud aurait dû écrire narcissismus. Non, il choisit ce condensé, narcissmus. Ce texte est traduit, comme vous le savez, par pour introduire le narcissisme. Voilà. Et qui va être comme un bémol limitatif au pouvoir du transfert. Car seules les névroses dites de transfert, comme les appelle Freud, c'est-à-dire l'hystérie, la névrose d'angoisse, névrose de contrainte, névrose obsessionnelle, la phobie, seront accessibles au transfert, accessibles à ce moyen du transfert. Pas les névroses narcissiques, comme il les appelle à ce moment-là, comme les appelle Freud. Les névroses narcissiques, ce sont les psychoses schizophréniques, paranoïa et aussi les perversions. Là, le narcissisme fait obstacle à utiliser le transfert. Bon. Pour introduire le narcissisme, c'est dans la vie sexuelle au PUF, hein, ou dans les œuvres complètes. 1914. Ces 4 textes de la série sur le transfert, de 1912 à 1916, sont centrés sur quoi? Bien, si vous les avez lus, ils sont centrés sur la résistance. Voilà. La résistance, les résistances, et surtout ce qui va s'appeler la résistance de transfert. Alors, la résistance, au niveau de ce séminaire, c'est simple. La résistance, c'est très simple, c'est tout ce qui se met en travers du travail psychanalytique. Tout. C'est tout ce qui se met en travers du travail psychanalytique et l'empêche d'avancer. La résistance protège le refoulé, qui ne doit pas être atteint, pas être débusqué, pas être démasqué, pas être révélé par la remémoration. Cette remémoration est réclamée par le psychanalyste à son patient, à son analysant en termes modernes lacaniens.
Se donner libre cours pour la résistance, c'est se servir du transfert. C'est se présenter par le bout du transfert. C'est ici parler en accoucheur, comme le notera et écrira Octave Manoni, un élève de Lacan. Voilà. Se présenter par le bout du transfert. La résistance adore se présenter par le bout du transfert. Alors allons-y pour les 4 textes, dire quelques mots de plus. Le premier texte, sourd dynamique, ce mot de dynamique, c'est pour ça que je voulais citer aussi en allemand. Ce mot de dynamique veut dire ici pour Freud, parce que ce n'est pas toujours très clair, hein, sur la dynamique du transfert. Bon, dynamique veut dire ici pour Freud, ça désigne ici le recensement de toutes les forces en présence. Forces qui se combattent, l'amour, la haine, les résistances au pluriel, la résistance de transfert en particulier, le refoulement de la libido, etc. Toutes les forces qui se combattent, eh bien, c'est ça pour Freud, dynamique. Dans sourd dynamique. Voilà. Et de constater que ce transfert, au niveau de ce texte, ce transfert, sa caractéristique, à part qu'il est systématique, l'amour n'est pas systématique dans la vie, il faut certaines particularités de la personne, mais là, dans le transfert, il est systématique. Mais surtout, c'est qu'il dépasse la mesure. Il semble excessif. Il semble excessif, et Freud en a fait les frais. Il dit quand même pas, j'ai 55 ans, quand même, la jeune fille, ça va pas, quoi. Elle n'a pas les yeux en face des trous. Je ne suis pas aussi irrésistible que ça. Donc, il est systématique, ce transfert, et il dépasse la mesure. Voici donc 2 éléments fondamentaux de ce premier texte. Dans le deuxième texte, remémorer, etc., Freud rend compte, parce que Freud voulait qu'on remémore tout le temps, remémorez-vous votre enfance. Freud rend compte que tout ne peut pas être remémoré chez son patient. Et c'est ce qu'on ne peut pas se remémorer. Quand on ne peut pas se remémorer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le répète. C'est-à-dire qu'on l'acte. Ce qu'on ne peut pas se remémorer, on l'acte, c'est un acting. Freud est désolé, lui qui voudrait toujours qu'on se remémore tout. Progressivement, cependant, la théorie du fantasme, donc de l'imaginaire, prendra le dessus et va estomper cette question de se remémorer à tout prix. Mais c'est comme pour le rêve, tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible à se souvenir intégralement. À un moment, on rencontre l'ombilique du rêve et ça fuit par cet ombilique. Ça fuit dans l'inatteignable. Ici, ça fuit dans le non remémorable. D'où, à la fin, dans les années 30, les constructions, les constructionnels prendront la relève pour Freud du non remémoré. On y reviendra. Voilà, vous ne pouvez pas vous remémorer, il y a un moment, ça fuit, d'accord. Eh bien, moi, je vous connais depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je vais vous proposer une solution à ça. Voilà, ça a dû se passer comme ça pour vous à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais une construction et je vous demande de valider ou d'invalider ma construction, puisqu'on ne peut pas remémorer. On reviendra là-dessus sur les constructionnels. Et donc, ce qu'on ne peut pas se remémorer, on le répète, on l'acte, souvent à son insu. Le travail analytique amène le sujet à perlaborer. Donc, c'est une expression, Laplanche et Pontalis de 1967 dans le vocabulaire. C'est-à-dire à traverser cette difficulté en s'adonnant au travail analytique et analyser ce que l'on répète. Vous répétez, mais pourquoi? Troisième texte. Alors, zut. Le troisième texte, c'est simple, c'est l'amour. L'amour de transfert.
Übertragung, c'est l'amour. Übertragungsliebe, Liebe, c'est l'amour. Übertragungsliebe, l'amour de transfert. Freud est bien arrivé au cœur de la question. L'amour. On va y revenir amplement, très longuement. C'est ici le texte le plus important. C'est celui dont Lacan va se saisir quand il reprendra la question du transfert une trentaine d'années après. Enfin, le quatrième texte, la 27e conférence du nom, le transfert, ne fera en somme que reprendre et développer, affiner par moments les trois précédents, et se poser aussi d'essentielles questions sur lesquelles nous reviendrons également. Freud parle bien entendu du transfert dans bien d'autres textes fondamentaux, et même, ultimement, je vous l'avais dit, jusqu'à l'abrégé de psychanalyse, écrit en 1938, qui n'a pas terminé, publié en 1940. Jusque-là, il reparle du transfert dans son dernier texte. Mais l'essentiel est là. La théorie est stabilisée à partir de 1920-1923, la théorie du transfert. 1920, vous le savez sans doute, c'est au-delà du principe de plaisir. Autrement dit, la césure entre les deux topiques, ce qui veut dire les deux théorisations de la psychanalyse par Sigmund Freud. Au-delà introduit quoi? Au-delà introduit au-delà. Au-delà, c'est-à-dire la deuxième topique, ça, moi, sur moi, de 1923. En fait, Freud parle d'abord des transferts, au pluriel, avant de parler du transfert, au singulier. À l'époque des études sur l'hystérie, 1895, et au moment de l'interprétation des rêves, 1900, il conçoit le transfert comme étant un déplacement d'investissement au niveau des représentations psychiques. Chez l'hystérique, par exemple, transfert de représentation de l'hémicorps droit à l'hémicorps gauche. Il n'a pas encore vraiment rencontré et admis que le transfert est la composante fondamentale de la relation thérapeutique. Et ce n'est qu'avec son cas d'hystérie princeps, Dora, Ida Bauer, elle s'appelle Ida Bauer, la patiente, qu'il appelle Dora, qu'il se heurte véritablement dans cette première expérience parfaitement négative au caractère matériel du transfert. Il rate la cure de Dora qui, là, lui fait payer en le quittant précocement parce qu'il se refuse à se laisser situer comme l'objet véritable du désir-amour de Dora, du transfert que Dora fait sur lui à partir de M. K qui l'a déçu. On reviendra là-dessus. Freud, ce vieux à l'époque, c'est vieux, ce vieux de 44 ans, il ne se reconnaît pas encore à cette époque, 1900-1905, dans ce qu'il appellera avec d'autres le contre-transfert. Là, c'est Freud qui résiste, plus que la patiente. Ce qui fait exploser alors un transfert négatif en retour de Dora à son endroit. Rupture. Dora claque la porte fin décembre 1899. Donc, cure écourtée, cure de 3 mois et demi. Déjà en 1909, ce n'est pas sans la pression, je l'ai dit précédemment, de son élève Ferenczi, qui est en passe de le précéder, qu'avec la cure freudienne de l'Omora, Ernst Lanzer, l'Omora, Rattenman, une névrose obsessionnelle, qui est son deuxième grand cas après Dora, que Freud comprend enfin, 1909, que les sentiments envers l'analyste sont des manifestations d'une relation oedipienne refoulée aux imagos des parents. Imago, il se sert là encore du terme emprunté à Jung, imago.
Voilà, donc hormis la batterie de ces 4 textes sur la théorisation du transfert, Freud reparlera du transfert dans Au-delà du principe de plaisir en 1920, où il s'étonne toujours du caractère répétitif du transfert qui renvoie à la vie sexuelle infantile. D'où la mise en rapport de tout cela avec l'Oedipe. Et l'invention, elle vient de là, et l'invention technique de la névrose artificielle de transfert, névrose de transfert, pour traiter dans l'actuel la névrose infantile du passé et la guérir. En effet, les gens disent, mais ça sert à quoi que je vous raconte mon passé, vous n'y étiez pas, c'est terminé, c'est dépassé. Non, Freud invente cette chose formidable de transformer la névrose en névrose de transfert, c'est-à-dire en névrose actuelle, voilà, de reporter sur l'analyse, de recommencer cette histoire de névrose pour qu'elle puisse être traitée hic et nunc, ici et maintenant, dans l'actuel. Donc de relancer cette névrose, mais avec le psychanalyste. En 1923, dans Psychanalyse et théorie de la libido, psychanalyse une libido-théorie, et théorie de la libido, le transfert sera défini par Freud comme le champ d'exercice sur lequel on doit obtenir la victoire. C'est toujours, si vous voyez, c'est toujours un combat à ce moment-là. On doit obtenir la victoire, dit-il, et c'est pour Freud, je cite là, exactement, le plus puissant moyen adjuvant du traitement. Le plus puissant moyen adjuvant. Voilà. Il faut obtenir la victoire. Car ce qui doit être vaincu, à ce moment-là, pour Freud, c'est l'amour de transfert, ici et maintenant, hic et nunc, et ramené au passé infantile le plus souvent, et refoulé. La résistance à l'analyse prend la forme d'un amour-passion qui ne doit pas être assouvi, mais pas plus qu'ignoré ou dénié. Voilà, il faut passer entre cuir et chair. Hein. Pas assouvi, il ne faut pas passer à l'acte, mais pas ignoré ou dénié. C'est l'abstinence qui est ici de mise pour Freud. Quoique quand vous regardez les textes de près, cette abstinence, il dit des fois des choses tout à fait étonnantes que vous trouverez dans l'amour de transfert. C'est l'abstinence qui est ici de mise, par éthique médicale, bien sûr, par morale sociale, évidemment, mais pas seulement. Pas seulement. C'est pour ne pas mettre à bas le travail analytique. Ne pas céder au plaisir d'un moment, comme dit Freud, suscité par cette relation artificielle et illusoire du transfert, et sacrifier ainsi la récompense promise d'un plaisir total et libre après la guérison. C'est ce que pense Freud à ce moment-là. Hein. Cette question sera controversée pendant des années et débattue fort longtemps. On y reviendra également, très longuement, dans l'année, au cours de ces 14 séances de séminaire. Voilà, j'ai même dépassé mon horaire. On va s'arrêter là, parce que c'était aussi l'introduction avec l'école. Je précise que les membres de l'ER, de l'école du réel, pourront discuter de cette séance jeudi prochain, que les membres. Voilà, j'ai fini mon exposé. Excusez-moi, tout c'est comme ça, ce n'était pas prévu. Et maintenant, notre discussion, nos questions-réponses, notre discussion, la parole est libre et je vous la donne bien volontiers. Alors, je réactive les micros. En tout cas, je demande à tout le monde de réactiver les micros. Après, c'est aux personnes de faire, si je comprends bien. Allez-y, si je ne vous ai pas trop assommé, allez-y, prenez la parole. J'ai parlé d'un survol, hein, un premier survol. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Tout d'abord, merci pour ce séminaire. Je suis ravie d'y participer. Moi, il y a une notion qui m'a marquée, c'est la notion d'actualité, d'ici et maintenant.
sachant que de l'extérieur, quand on pense à la psychanalyse, on pense vraiment, on va dire, à la remémoration, à ce que Freud a gardé pendant longtemps, la question de la remémoration. Et du coup, je me demandais, est-ce que, après coup, en prenant en compte toute cette évolution de la notion du transfert, ça ne permettrait pas aussi de réinterroger la catégorie des névroses actuelles, dans le sens où les névroses actuelles, l'actualité dont il est question, c'est une actualité qui est dans le discours des patients dont parle Freud, et je trouve qu'on peut se demander si cette actualité, c'est vraiment parce qu'il y a, y a un manque au niveau historique, il y a rien à creuser, ou si c'est pas Freud qui, à cette époque, je crois que c'est 1895, quand il écrit le texte sur les névroses actuelles et la neurasthénie, si justement, parce qu'il est encore dans cette idée de remémoration, au niveau peut-être contre-transférentiel qu'il n'a pas encore élaboré, il est marqué par l'actualité des discours de certains patients et qu'il en fait une catégorie à part. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais est-ce que cette notion d'actualité dans les névroses actuelles, elle ne pourrait pas être un peu, comment dire, réinterrogée en fonction peut-être d'un contre-transfert de Freud à ce moment-là, qui était très centré sur la question de la remémoration et pour qui c'était remarquable qu'il y ait des patients qui ne remémorent pas et qui ont un discours très actuel, justement. Qui veut répondre, qui veut commenter, hein, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais je peux dire un mot, bien sûr, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Quand vous dites actuel, ça veut dire quelque chose qui se met en acte ou qu'est-ce que vous entendez dans quelque chose qui se met dans l'actuel? Dans le sens, quand Freud parle des névroses actuelles, c'est des patients qui vont avoir des plaintes, et notamment au niveau de la sexualité, vraiment dans le présent de leur vie, et qui vont pas qui vont pas énormément associer, qui vont pas faire de lien avec leur histoire infantile, et du coup, ils créent une catégorie, c'est les névroses actuelles, opposées aux névroses... je sais plus exactement, mais opposées à l'hystérie, névrose obsessionnelle, phobie, qui elles dont les symptômes sont liés à l'histoire infantile. Et du coup, cette catégorie des névroses actuelles, je trouve qu'elle pose question. Je sais qu'il y a la psychosomatique qui a beaucoup repris ça, mais disons, est-ce que les patients dont parlait Freud, il y avait vraiment quelque chose au niveau de leur discours qui était très focalisé sur le présent, ou est-ce que Freud, dans sa préoccupation à la remémoration et à insister sur le fait qu'il faut se remémorer, il n'en était pas encore au point de parler du fantasme et des constructions, et du coup, il s'est un peu focalisé sur ça. Il me semble que quand vous citez ce texte de 1895, vous dites « Névroses actuelles », il y a eu tout un parcours de Freud, bien sûr, après. Cette question de remémoration le préoccupe au moins jusqu'en 1914, là, sur le remémorer. Mais après, ça s'atténue en effet avec la théorie du fantasme, mais on peut rencontrer que Freud jusqu'au bout pense qu'on peut remémorer. Voilà. Ça le tient quand même. Hein. Je pense que ça s'arrête pour l'essentiel, ça s'infléchit dans ce texte, remémorer, répéter, etc. Hein. Voilà. Mais de 1995 à 1912, oui, voilà. C'est pour ça qu'il distingue d'ailleurs les névroses, il peut y avoir de la remémoration et ce qu'il appelle étrangement les névroses actuelles. Sont-ils si actuels que ça quand on gratte un peu, quand on fouille? Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais ça évolue chez Freud, il a vécu longtemps. Hein. Bonsoir, mon nom est Ragenbas, je suis de Suisse.
Je vous remercie pour ce parcours dans la notion. Je ne sais pas s'il faut dire, d'ailleurs, on peut dire la notion de transfert, parce que c'est plus un mouvement, enfin quelque chose d'impalpable. Cette notion de transfert chez Freud, on voit bien avec quelle difficulté, enfin vous décrivez bien à quelle difficulté il a essayé d'attraper ça. Et je pense que c'est probablement en lien, je le partage pour la discussion, avec le fait que, vous le disiez, le transfert, c'est en quelque sorte l'irruption du réel dans la cure. Et c'est donc quelque chose de difficile à penser, justement à conceptualiser. Et ça m'y a fait penser quand vous avez cité Romain Rolland. Je trouve ça magnifique, cette citation. On sent bien qu'il y a quelque chose au-delà des mots, au-delà de ce qui est symbolisable, imaginable, qui se joue, quoi. Donc en vous écoutant, je comprenais mieux la difficulté qu'il y a à attraper ce concept. On va quand même l'appeler concept, puisque Lacan finit par en faire un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, mais on le saisit mieux. Et puis dans Dora, donc je l'ai relu pour ce soir, enfin, il sera retravaillé d'après ce que j'ai entendu. Alors Dora, pour moi, je trouve que Freud est encore très proche de sa science des rêves, enfin, où il démontre tout ce qu'il a développé dans son ouvrage. Et c'est que sur la fin, dans les conclusions, face à l'échec qu'il vit, qu'il met des mots, justement, qu'il essaye déjà d'attraper quelque chose, justement, de ce transfert. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur mon écoute et ma lecture. Je suis tout à fait d'accord, parce que Dora, c'est 1900, 1901, 1905. Il y a la science des rêves, et le cas Dora repose sur deux rêves dont il nous bassine pendant tout le temps. Et c'est qu'à la fin, on dirait qu'il commence le cas à la fin, il commence le cas psychanalytique à la fin. Sinon, il y a les deux rêves qui sont complètement annexés à sa science des rêves, à sa interprétation des rêves. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais c'est un choc pour lui, Dora, c'est un choc. Hein. C'est un cas raté, entre guillemets. Hein, mais il va même à dire que de toute façon, quand on quitte l'analyste après, même si c'est raté, ça sera réussi plus tard. C'est un peu forcé, là. Ça arrive, bien sûr, mais c'est un peu... Quand c'est raté, c'est raté. Bon, c'est analytiquement raté. Et sur cette question du transfert, voilà, sur cette question du transfert, dans le rêve, il n'y a pas tout. Il y a dans les mots, vous l'avez bien appelé là, les mots. Parce qu'il va s'arrêter en 1923 de faire des remarques sur ce cas-là. Hein, parce que Dora va venir le revoir, quand il est nommé professeur extraordinaire, elle va venir elle l'a vu dans la presse, elle va venir le revoir. Enfin, elle lui dit quelque chose du transfert quand même, hein, qu'il a raté. C'est un transfert, quand un transfert a raté, il n'est pas fini. Est-ce qu'il est infini? Je ne sais pas, mais voilà. Vraiment, si vous avez le temps, si je n'ai pas lu pour ce soir, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, lisez cette petite centaine de pages quand même du cas Dora, et jusqu'à la postface. Il en dit pratiquement plus dans l'avant-propos, dans la postface, que le cas lui-même, qui est centré sur ces deux rêves très intéressants, mais il est toujours dans la Traum-de-Tung, là. Hein. 1900, c'est la Traum de Tung, 1901, c'est Dora, mais 1901, c'est aussi les textes sur d'autres textes. Puis 1905, c'est sur la sexualité, sur trois essais sur le sexuel. C'est une époque extrêmement foisonnante. D'autres remarques? On a encore un petit quart d'heure. Bonjour, moi je m'appelle Marie Trémelot, je suis aussi en Suisse. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture du cas Dora, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que Freud n'ait pas su comment se repérer dans le transfert avec Dora, à quelle place il était. C'est que quand on lit vraiment, même ça s'écrit dans le texte même. C'est-à-dire que parfois, on ne sait même plus de qui il parle. Quand il utilise les pronoms personnels indéfinis, on ne sait plus à qui il fait référence, si c'est à lui-même, si c'est à Monsieur K, si c'est au père de Dora, on est un peu perdu.
Je ne sais pas à qui s'adresse, oui, c'est ça. Ouais. Pardon? Je ne sais pas à qui s'adresse par moment. Oui. Oui, voilà, on ne sait pas à qui s'adresser. Papa, Je trouvais maman. ça... Enfin, bon, voilà, c'était juste une petite remarque comme ça en passant. Le flottement total de cette question, à ce moment-là, oui. C'est vrai que Dora est adressée par son père à Freud. Oui, oui, adressé par son père. Donc déjà, il y a un truc là qui... Non? Oui, il a soigné son père. Freud a soigné son père comme neurologue. Oui. Quelques années auparavant. Voilà, c'était son patient en tant que médecin, neurologue. Et puis, le père, voilà, il amène sa fille. Je ne sais pas comment on amène, je sais pas quoi, la vache au taureau, un truc comme ça. Hein. Il lui amène sa fille pour qu'il fasse ce que lui, le père, veut, c'est-à-dire calmer le jeu, qu'on n'entende plus parler de Dora qui rouspète, qui supporte pas. Qui supporte pas quoi? Qui supporte pas ce que fait son père avec Madame K, quoi. Voilà. L'hystérique qui dit la vérité, quoi. C'est ça les hystériques. Pour ça qu'on les a brûlés, tout ça, on les découpe en morceaux. C'est celles qui se manifestent en Russie, en Iran. Voilà, c'est des femmes courageuses, mais c'est l'hystérie. Mais heureusement qu'il y a l'hystérie, parce que le monde se serait fait d'obsessionnels masculins, donc c'est pas drôle, hein. De mort vivant comme ça, c'est bien que l'hystérie donne un coup de pied dans la fourmilière, mais elle le paye cher. Là. Et le père de Dora est prêt à la sacrifier, sa fille, pour son adultère tranquille. Mais Dora n'entend pas comme ça. Voilà. Et puis il y a cette gynécophilie, cet amour homosexuel non déclaré de Dora. On y reviendra largement, on y reviendra parce que c'est une dimension aussi qu'il rate. Il ne rate pas sa place dans le transfert, puisqu'il ne joue pas sa place, c'est ce que dira Lacan. Hein. Il n'y va pas, il se croit le père, il se croit transfert qui vient de monsieur K, en même temps, il ne sait pas où il est. Il n'est pas Freud. Il ne joue pas son transfert en tant que Freud, tel qu'il est. Non. Et puis il y a cette gynécophilie, donc voilà. Il a beaucoup de mal avec les lesbiennes, quoi, les homosexuelles femmes, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal parce que certainement ça travaille. Il n'est pas indemne de cette question. Ça va évoluer aussi chez Freud. Bon, c'est l'amour homosexuel. Pourquoi il appelle ça sa gynécophilie aussi? C'est dans le texte. C'est un peu. Il faut qu'il redevienne médecin là. Il faut qu'il parle grec. Gynécophilie. Bon, ben, c'est tout. C'est un amour homosexuel. Mais ça le gêne. L'amour homosexuel entre les hommes, ça ne le gêne pas du tout. Hein. Tout ce qu'il a vécu avec Fliss, oui, c'est ça, ça ne le gêne pas du tout. C'est vraiment jusqu'à la paranoïa. Hein. C'est allé très gravement entre eux. Hein. Si vous connaissez un peu ce qui s'est passé dans leur. Quand ils partaient tous les deux, ils partaient ce qu'ils appelaient leur congrès. Hein. En français, bon, le congrès, c'est une connotation sexuelle quand même. Ils partaient 2 jours, 3 jours, 8 jours en congrès tous les deux pour se parler dans la forêt, dans la montagne. Voilà, mais c'était très loin cette histoire. Il a fallu trancher violemment. Et l'un accusé de l'autre de paranoïa. Enfin, Fliss a accusé Freud de lui voler ses idées. Enfin, alors que c'était l'amour fou. Mais ça ne le gêne pas trop. Ça le gêne moins que les femmes qui s'aiment. Voilà, ça le gêne moins. Bon, ça nous paraît bizarre aujourd'hui parce que c'est encore le début du XXe siècle. Mais c'était ça, Freud. Voilà, on ne fait que commencer, hein, on fait que commencer. On a 14 séances, je le répète tout le temps, donc on a du temps. C'est pour ça que je n'ai fait que survoler. On va rentrer dans le dur, comme on dit, progressivement. Hein. Mais l'axe, vous l'avez entendu, ça sera essentiellement Freud, et puis Lacan, et puis peut-être au-delà. Parce que j'ai dit études, on va reprendre l'esprit, les recherches. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu au-delà. On a dit M. Ragenbass, là, sur le réel. C'est ça qui nous intéresse. L'école du réel, il faut arriver au réel. Cette dimension réelle dans le transfert, qui n'est pas apparue tout de suite, hein, longtemps.
Freud qui dit « j'ai mis 10 ans et j'ai perdu 10 ans pour la conception de la psychanalyse ». Eh bien, je vous livre en scoop, eh bien, Lacan dira la même chose. Il dira « j'ai perdu 10 ans, voilà, je n'en voulais rien savoir ». Première séance du séminaire, voilà, du transfert, 60-61. Ça fait quand même depuis un certain nombre d'années que Lacan parle de psychanalyse. Ben, c'est 60-61, à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années, il a résisté une dizaine d'années avant d'attaquer la question. Donc, ce n'est pas n'importe quelle question, le transfert. Pas n'importe quelle question. Notion, comme l'a dit M. Raguenat, notion au début, puis concept, surtout chez Lacan, concept, l'un des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Voilà. Mais je parle trop, il faut que vous puissiez parler un petit peu. Donc, je me tais. J'avais une question sur cette question-là du transfert dans le cadre de la cure analytique. Mais j'ai l'impression que souvent c'est évoqué quand on travaille dans un établissement de santé, par exemple. On parle du transfert, on parle des transferts sur le bon objet, le mauvais objet, etc. Enfin, il y a toute une série de notions comme ça qui traversent la pratique hospitalière. Cette question du transfert, elle n'est, j'allais dire, efficiente que dans le cadre de la cure, ou est-ce qu'on peut parler véritablement de transfert aussi dans la relation, je ne sais pas, d'une psychologue avec un patient à l'hôpital ou d'un soignant avec un patient ou... Est-ce que ce mot-là, est-ce que c'est le respecter d'un point de vue psychanalytique s'il est utilisé en dehors de la cure? Ah, quelqu'un peut répondre à ça. C'est le sentiment que l'on en a. Est-ce que le transfert, c'est la bouillie du transfert qu'on entend tout le temps partout dans tous les services, ou c'est quelque chose de spécifique dans la psychanalyse? Moi, je ne vais pas répondre, quelqu'un peut prendre la parole. Oui, monsieur, allez-y. Oui, moi, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de spécifique, mais je peux aussi comprendre et entendre que justement dans les services, ce dont on parle quand on parle de projection sur un objet, enfin ce que vous venez de citer, ça m'a l'air d'être plus en lien avec l'identification, la projection, enfin des concepts de ce type-là. Mais ça, je pense, c'est à voir au cas par cas. Mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas au début, et même moi dans mon expérience, c'est un fourre-tout où bah, il a transféré sur moi, ou je transfère enfin, sur lui. Même Freud, quand il transfère sur certains de ses enseignants, là, de ses maîtres, on peut se demander si ce n'est pas de l'identification. Et pas forcément du transfert. Enfin, tout ça, pour moi, ça reste très ouvert. Mais ce qui me paraît fondamental, pour moi, essayer d'attraper ce qu'on travaille autour du transfert, c'est cette irruption de quelque chose du réel dans la cure, dans le duo analysant-analyste. Et ça concerne, pour moi, quand je dis ça, autant l'analyste que l'analysant, le réel. Voilà. Je crois que Freud, dans un des 4 textes, je ne sais plus, sur le transfert, dit que ce n'est pas propre à l'analyse. Mais je pense que la différence, c'est que la psychanalyse, c'est le seul endroit où on travaille concrètement sur le transfert, où on l'analyse, justement. Je crois que la distinction, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a du transfert partout, mais l'analyse, c'est le lieu où on travaille sur le transfert. D'accord. C'est ce que moi j'ai compris. Au début, sur la dynamique du transfert, ces 2 choses qui l'intéressent et qui le surprennent, c'est que c'est systématique. Alors, si le transfert, c'est l'amour, est-ce que c'est l'amour partout? Non. L'amour, ce n'est pas systématique. Ça dépend d'une personne, de ses particularités, de sa personnalité, de son corps, etc. Mais dans le transfert, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est systématique. Voilà. Et puis, deuxième élément, qu'est-ce que j'ai dit? C'est systématique, et puis quoi? Ça fatigue un peu. L'amour, vous avez... Ça déborde. Comment? Ça déborde. Ça déborde, ouais. Ça déborde, voilà. C'est excessif. C'est ce qui le surprend, c'est excessif. Voilà.
c'est excessif, c'est vraiment, voilà, ça va un peu loin. Ces deux éléments le distinguent, peut-être pas de l'amour, mais le premier élément, en tous les cas, que c'est systématique, ça le distingue de l'amour. Alors, c'est une forme d'amour, c'est peut-être pas l'amour, mais c'est une forme d'amour. Alors, déclenchée par quoi? Par la situation analytique, on va venir sur ces eaux-là prochainement. Voilà, mais Lacan le confirmera. Dans la troisième, il dit le transfert, bon, tout simplement, allons vite, allez, c'est l'amour. Voilà. Freud dit la même chose, c'est l'amour. Voilà. Il dit même à un certain moment, Freud, il n'y a pas de raison de distinguer l'amour, le transfert et l'amour. C'est du même tissu, mais c'est peut-être pas tout à fait pareil. Voilà. C'est peut-être pas tout à fait pareil, les conditions où ça émerge, etc. Voilà. On va discuter tout ça après. Hein, voilà. Mais effectivement, ça devient un mot commun, un mot courant. Tout le monde transfère sur tout le monde. Alors, est-ce que Freud transférait sur Ernst Brück? Est-ce qu'on peut appeler ça transfert? Moi, je pense quand même, parce qu'il y avait cet objet du regard. Hein. On est déjà lacanien, là. Il y avait quelque chose quand même. Il y avait quelque chose du regard. Et il y avait, je vous l'ai dit, les deux éléments, le bout de corps, objectita, et puis le savoir. Il transfère sur Ernst Brück, parce que Freud est quelqu'un quand même qui est dans l'amour du savoir. Et il transfère sur Brück parce que c'est le savoir. Il transfère sur Fliess parce qu'il croit que Fliess, qui est complètement délirant, il transfère que ça. Il transfère parce qu'il pense que Fliess a une théorie formidable qu'on devrait lui donner, qu'il est un nouveau Kepler ou je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'il dit. Et bon, pour tout cela, il y a quand même une raison de savoir et de particularités physiques. Quand il transfère, entre guillemets, sur Brück, sur Charcot et sur sa fille, c'est tous les deux louches quand même. Voilà, c'est une particularité qui déclenche aussi en partie son transfert. Et puis Charcot, c'est le grand Charcot. Il va s'apercevoir qu'il n'est pas si grand que ça d'ailleurs, mais c'est le grand Charcot. Donc savoir et objectita, donc partie du corps. Voilà. La lettre, le signifiant, le savoir, et un bout de corps. La loucherie, le strabisme de Charcot. C'est ça? Non, pas de Charcot. Oui, oui. Je me suis trompé là, non? Bon, enfin, vous m'avez compris, en gros. Encore un petit mot? Moi, je voulais juste dire quelque chose. Une des choses dont j'aimerais bien qu'on discute, ou peut-être que ça sera vite balayé comme question, mais dans les sessions à venir, c'est la question du genre liée à la question de transfert à l'époque de Freud, à l'époque actuelle. C'est quoi l'incidence de la question du genre dans ce concept? Vous voulez qu'on rentre dans ces questions? Je me demande si ça a un intérêt ou pas d'y rentrer, mais en tout cas, j'y ai pensé, moi, à la lecture des textes. D'accord. On verra un tout petit peu plus tard, il faut faire un petit peu de chemin avant. Hein, parce que cette question du genre, elle a émergé assez récemment. Hein. Du genre ou du sexe? Elle dit du genre. J'ai dit du genre, en fait, je ne sais pas si l'une ou l'autre des questions se pose et si elle s'est posée récemment ou si elle s'est posée à l'époque de Freud. Je crois que Freud, je ne sais pas si j'ai repris le cas d'Ora, je ne l'ai pas encore fini, mais je ne sais pas si c'est là, mais qui dit qu'il détestait dans le transfert être à la place de la mère, je crois. Donc c'est déjà, je pense, une question qui le travaillait lui, en tout cas. Il ne dit pas qu'il déteste, il me semble me souvenir qu'il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut être qu'à la place du père. Il ne dit pas qu'il déteste, il dit qu'il n'y arrive pas, il ne peut pas. Ce n'est pas son truc. Il ne peut pas faire la mère. Hein? C'est mon souvenir, mais peut-être que
Madame Benchaïa, vous avez raison. Hein. Je sais plus la formulation exacte, mais moi je l'avais entendu comme ça. Je sais même plus où c'est. Il envoie ses patients à Hélène Deutsch, il envoie ses patients à ses premiers grandes psychanalystes femmes, voilà, pour s'en débarrasser en quelque sorte parce qu'il n'est pas à l'aise. Il ne peut être que le père. Hein. Voilà. Est-il une question encore? Et on ne choisit pas le transfert que. Oui, moi je pense pas qu'on. C'est intéressant qu'il puisse, qu'il soit dans l'esprit de se dire ça je peux, ça je ne peux pas, parce qu'en fait, c'est pas l'analyste qui choisit quelle sera sa position transférentielle. Enfin, c'est vraiment le patient qui va parfois, souvent à son insu, la déterminer. Aujourd'hui, oui, bien sûr, mais je suppose qu'à ce moment-là, il envoyait aux femmes analystes. Oui. Il était très sollicité. Mais je suis d'accord avec vous. C'est à qui de décider sur cette histoire. Hein. Oui. Il aurait dit le transfert, il faut le deviner. Donc, c'est bien que c'est pas. C'est quelque chose effectivement à travailler. C'est pas donné d'avance. C'est à ce moment-là parce qu'il n'a pas deviné, lui, justement. Mais oui, oui. Mais après, quand il est un petit peu plus aguerri, c'est plus évident quand même à repérer. On est dans le jeune Freud, hein, on est dans le début de la théorie, là. Hein. C'est pas définitif ce qu'il dit. Il en reparle jusqu'en 1938, vous vous rendez compte? Allez voir l'abrégé, c'est pas très long l'abrégé, parce que c'est abrégé des barres, et puis il n'a pas fini. Donc, il n'y a que quelques pages, il y a quelques paragraphes, mais il est encore dans très étonné que voilà, on a l'impression qu'il n'a pas admis encore. Hein, il n'a pas admis. Il n'a pas admis, on pourrait dire avec M. Hagenbach, il n'a pas admis, cette dimension réelle. Quoi, hein. Il pense longtemps que le patient se trompe. Hein. Le transfert, c'est bien sûr du côté de l'amour, mais c'est imaginaire. Donc, le transfert, vous me prenez pour un autre, quoi. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Du genre, si vous vous trompez, c'est pas moi. Mais si, c'est vous. Il le dit à certains moments. Non seulement la patiente ne dit pas « je vous aime », elle dit « c'est vous que j'aime ». Et c'est ce « vous-là », indicateur, hein, index, qui ne supporte pas Freud. Voilà. Il ne supporte pas d'être à cette place. Mais c'est ça, supporter le transfert, c'est être à cette place et pas se carapater comme Breuer. Breuer, il s'en va avec sa femme et sa fille en voyage. Il ne supporte pas, il se barre. Il a déclenché le transfert chez sa patiente. Il faut dire qu'il mettait la force, hein. Mais il s'en va. Il s'en va, il ne peut même pas rester à Vienne, il s'en va en vacances. Break. Et après, la difficulté qu'a Freud pour lui faire accepter, des années après, de publier les études sur l'hystérie, en faisant la concession qu'a fait Freud en enlevant les trucs sexuels, pour qu'il accepte de co-signer, c'est un drôle de truc. Hein. Alors que Freud est le premier à avoir maladroitement, mais supporté cette histoire. Voilà. Qu'on va maintenant dérouler, voir où ça a buté, et comment le temps que ça a pris, vous vous rendez compte? 1912, Lacan, c'est 1951 qui reprend ça. Le séminaire sur le transfert, c'est 1960-61. Ça a pris des années, des dizaines d'années. On verra que Freud, il y a un transfert, et on verra que Lacan en invente un deuxième. Je vous dis trop de choses, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Bon, ben, je vous remercie tous et toutes et tous plutôt. Et si vous n'êtes pas trop fatigués ou lassés d'écouter ma voix, on se retrouve le 13 octobre pour la suite, la deuxième séance, le 13 octobre, jeudi 13 octobre, à 20h30, également dans cette contrainte d'1 heure. Hein, et je parle 20-25 minutes,
J'ai vu que je parle 25 minutes et puis une petite demi-heure pour discuter. Nous sommes d'accord? Oui. Bonne fin de soirée. Bonsoir, merci. Merci. Merci, Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Et monsieur Moni, Merci. si vous voulez avoir l'enregistrement, hein? Ah oui, oui, je mettrai sur YouTube et on partagera la connexion, le lien. L'école du réel, hein? Ouais. Parfait. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, Au revoir. Philippe. Bonne soirée. À bientôt. Comment on fait pour arrêter ce truc-là? Je peux arrêter pour tout le monde. Ça Vous arrêtez. simplifie les choses. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.